tu vas lire une stat qui va probablement t'agacer. Selon une étude publiée par l'Université de Scranton, 92% des personnes qui se fixent des objectifs en début d'année ne les atteignent jamais. 92%. Mais voilà ce qui est si vraiment fou dans ce chiffre. Ces 92%, ils savent quoi faire. Ils savent qu'il faut se lever tôt. Ils savent qu'il faut mieux manger. Ils savent qu'il faut agir. Ils ont lu les livres, regardé les vidéos. Ils ont peut-être même une liste de choses à faire coller sur leur réfrigérateur en ce moment même. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Et surtout, pourquoi toi, qui regardes cette vidéo sur une chaîne de développement personnel, ce qui veut déjà dire que tu es quelqu'un qui cherche à s'améliorer, pourquoi toi, tu ressens parfois cette même friction invisible entre ce que tu sais qu'il faut faire et ce que tu fais vraiment? Dans les prochaines minutes, je vais te révéler ce que j'appelle le mur invisible. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner son vrai nom scientifique, un nom que la plupart des coachs de développement personnel ne mentionnent jamais parce qu'il remet en question tout leur business model. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre va changer la façon dont tu te vois. Bloc 1. Confirmation du clic. Laisse-moi te poser une question honnête. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation précise? Tu lis un livre qui change ta vie. Genre vraiment. Tu surlignes les passages, tu prends des notes, tu te dis « ça y est, cette fois c'est différent ». Et puis, 2 semaines plus tard, la vie reprend exactement comme avant. Le livre est sur ton étagère. Les notes sont dans un carnet que tu n'ouvres plus. Et toi, tu es toujours la même personne, avec les mêmes habitudes, les mêmes résultats. Si tu hoches la tête en ce moment, sache que tu n'es pas seul. Il y a quelques années, j'étais exactement dans cette position. Je m'étais lancé comme entrepreneur. J'avais une vision claire de ce que je voulais construire. Et j'avais dévoré tout ce que je pouvais trouver. Napoleon Hill, Tony Robbins, James Clear, Darren Hardy. J'avais lu « Réfléchissez et devenez riche 2 fois en entier » avec un crayon à la main. J'avais des pages entières de notes, des mind maps, des tableaux de vision. Et pourtant, chaque matin, je me levais avec cette même sensation de plomb dans le ventre. Cette même question. Pourquoi je ne fais pas ce que je sais qu'il faut faire? Ce n'était pas de la paresse. Je travaillais. Ce n'était pas un manque d'informations. J'en avais trop. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Et c'est cette recherche d'une réponse, une vraie réponse, pas un « motive-toi davantage » qui m'a amené ici aujourd'hui. Dans cette vidéo, voilà ce qu'on va couvrir ensemble. Premièrement, je vais te montrer exactement ce qu'est ce mur invisible et pourquoi il n'est pas là où tu crois. Deuxièmement, on va plonger dans ces 3 couches profondes, 3 niveaux que la plupart des gens ne connaissent même pas, et dont la 3e va probablement te surprendre. Troisièmement, je vais te donner un système en 3 leviers pour traverser ce mur, pas dans 6 mois, pas la semaine prochaine, mais dans les prochaines 24 heures. Ça te va? Alors on y va. Bloc 2. Le diagnostic. Qu'est-ce que ce mur? Je veux commencer par démonter une croyance que tu as probablement en ce moment. Tu penses peut-être que si tu sais quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est parce que tu manques de motivation, ou de discipline, ou de volonté. C'est faux. Et je vais te prouver que c'est faux avec une seule question. Est-ce que tu sais que fumer c'est mauvais pour la santé? Bien sûr que oui. Tout le monde le sait. Il y a des photos sur les paquets de cigarettes. Tout le monde sait que c'est dangereux. Et pourtant, en France, on compte encore plus de 12 millions de fumeurs réguliers aujourd'hui. Est-ce qu'il manque de motivation pour vivre longtemps? Est-ce qu'il manque de discipline? Non. Le problème est ailleurs, complètement ailleurs. Le concept du knowing-doing gap. En 1999, 2 professeurs de Stanford, Jeffrey Pfeffer et Robert Sutton, ont publié un livre qui a secoué le monde du management. Le titre « The Knowing-Doing Gap ». La thèse « Les organisations qui savent le plus ne sont pas celles qui performent le mieux ». Il existe un fossé systématique, documenté, mesurable,
entre la connaissance et l'action. Ce phénomène ne touche pas que les entreprises. Il te touche, toi, chaque jour. Et voici la métaphore que j'utilise pour l'expliquer. Imagine un GPS. Tu entres ta destination. L'itinéraire s'affiche. La voix te dit « Dans 300 mètres, tournez à droite ». Tu vois la route. Tu sais où aller. Mais le GPS ne peut pas appuyer sur l'accélérateur à ta place. Le savoir, c'est le GPS. L'action, c'est l'accélérateur. Et entre les deux, il y a toi, avec quelque chose qui t'empêche de démarrer. Ce quelque chose, c'est le mur invisible. Je me souviens d'un soir, c'était un mercredi soir, il devait être 22 heures. J'avais ouvert mon ordinateur avec l'intention de travailler sur mon projet. J'avais tout ce qu'il fallait, un plan, des ressources, du temps. Et je me suis retrouvé 2 heures plus tard à regarder des vidéos YouTube de motivation sur comment rester motivé. Je regardais des vidéos sur la productivité pour éviter d'être productif. J'accumulais du savoir supplémentaire pour ne pas avoir à agir sur le savoir que j'avais déjà. C'était le GPS qui recalculait l'itinéraire en boucle sans jamais démarrer le moteur. La science derrière le mur Shauna Chor, chercheur à Harvard et auteur de The Happiness Advantage, a un concept qu'il appelle l'activation energy, l'énergie d'activation. C'est le premier effort nécessaire pour démarrer une action. Et voici ce qu'il a découvert. Ce premier effort est disproportionnellement difficile par rapport à tous les efforts suivants. En d'autres mots, le plus dur n'est pas de courir 10 km. Le plus dur, c'est de mettre les chaussures. Ce n'est pas un problème de volonté. C'est de la physique psychologique. Maintenant, voilà la question à 1 million d'euros. Pourquoi est-ce que cette énergie d'activation est si haute pour certaines choses et si basse pour d'autres? La réponse se trouve dans les 3 couches du mur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je vais d'ailleurs te révéler dans quelques minutes la 3e couche, celle que personne dans le développement personnel n'a vraiment envie de te montrer parce qu'elle démontre que le problème n'est pas là où l'industrie du self-help gagne de l'argent. Mais d'abord, couche numéro 1. Bloc 3. Les 3 couches du mur. Couche 1. Le mur neurologique. La première couche du mur est neurologique. Et pour la comprendre, j'ai besoin de te parler de quelque chose que les neuroscientifiques appellent l'illusion de compétence. Voici comment ça fonctionne. Quand tu lis un livre, quand tu regardes une vidéo comme celle-ci, quand tu écoutes un podcast, ton cerveau fait quelque chose d'extraordinaire. Il crée des connexions neurales. Il stocke l'information. Et il enregistre ce stockage comme une forme de maîtrise. Le problème, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre savoir quelque chose et savoir faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle la fluency illusion, l'illusion de fluidité. Tu lis un concept, tu le comprends facilement, et ton cerveau traduit cette facilité de compréhension en confiance sur ta capacité à exécuter. Autrement dit, lire un livre sur la natation te donne le sentiment de savoir nager. Et c'est fascinant, parce que ça explique quelque chose que j'ai vécu personnellement et que tu as peut-être vécu aussi. Quand j'ai lu « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'intense, une clarté, une certitude, comme si les pièces du puzzle se mettaient en place. J'ai refermé le livre avec l'impression profonde que quelque chose avait changé en moi. Et c'était vrai, quelque chose avait changé. Mais ce qui avait changé, c'était ma compréhension intellectuelle du succès, pas ma capacité réelle à construire le succès. Napoléon Hill lui-même écrit dans ce livre quelque chose de crucial qu'on oublie souvent. Knowledge is only potential power. It becomes power only when and if it is organized into definite plans of action. La connaissance n'est que du pouvoir potentiel. Ce n'est qu'en agissant qu'elle devient réelle. Mon cerveau avait interprété la lecture comme de l'action. Il avait court-circuité le processus. Et voilà le premier pan du mur neurologique. Ta bibliothèque mentale est pleine, mais ton moteur ne démarre pas, parce que ton cerveau croit que remplir la bibliothèque, c'est déjà conduire la voiture. Il y a une solution à cette couche, et je t'en parlerai dans la section suivante. Mais d'abord, la 2e couche, et celle-ci est beaucoup plus profonde, parce qu'elle ne touche plus ton cerveau.
Elle touche qui tu crois être. Couche 2. Le mur identitaire. Voici une question que je veux que tu te poses honnêtement. Quand tu imagines la version de toi qui a atteint ses objectifs, qui a lancé son projet, qui s'est mis en forme, qui a changé sa vie, est-ce que c'est vraiment toi que tu imagines? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui te ressemble, mais qui est différent de toi en quelque chose d'essentiel? Parce que, voilà la vérité que peu de gens disent clairement, agir ne demande pas seulement de changer ce que tu fais. Ça demande de changer qui tu es. Et c'est là que le vrai mur apparaît. James Clear, dans Atomic Habits, explique que les habitudes les plus durables ne sont pas celles basées sur des objectifs, mais celles basées sur l'identité. Il dit « The most powerful thing you can do is to prove to yourself that you are the type of person who does X. » Mais voici la face cachée de ce principe que Clear n'explique pas assez clairement. Avant de prouver que tu es cette personne, ton système intérieur va résister de toutes ses forces à ce changement d'identité. Pourquoi? Parce que l'identité, c'est le mécanisme de survie le plus puissant de ton cerveau. Ton cerveau a passé des années, toute ta vie en réalité, à construire une image cohérente de qui tu es. Cette image, c'est ton identité. Et ton cerveau préfère une identité stable et douloureuse à une identité incertaine et potentiellement meilleure. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Il y a un moment que je n'oublierai jamais. J'avais décidé de me lancer sérieusement dans mon projet entrepreneurial. J'avais fait le plan. J'avais les ressources. Et j'ai eu une conversation avec quelqu'un de proche qui m'a dit, avec beaucoup d'amour d'ailleurs, « Mais tu es quelqu'un de stable, toi. Tu n'es pas du genre à prendre des risques. » Cette phrase n'était pas une attaque. C'était une observation affectueuse. Mais elle a quand même planté quelque chose dans mon esprit. Parce qu'une partie de moi y a cru. Tu n'es pas du genre. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Le mur n'était pas seulement dans ma tête. Il était aussi dans l'image que les autres avaient de moi et que j'avais internalisée sans m'en rendre compte. Napoléon Hill parle de ça dans Réfléchissez et devenez riche avec ce qu'il appelle le mastermind, l'alliance d'esprit qui te tire vers le haut. Mais il parle aussi, implicitement, de son contraire, l'environnement et les croyances héritées qui te figent dans ce que tu étais hier. Il écrit « Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve ». Concevoir, c'est facile. On a tous des rêves. Croire, c'est là où ça coince. Parce que croire que tu peux atteindre quelque chose, c'est accepter que tu es le type de personne qui peut l'atteindre. Et ça, c'est un changement d'identité. Si tu as passé des années à te définir comme quelqu'un qui essaie mais n'y arrive pas, ou quelqu'un qui a de bonnes idées mais ne les concrétise pas, ou quelqu'un qui commencera vraiment quand les conditions seront parfaites, ton cerveau va faire tout ce qu'il peut pour maintenir cette identité, même si elle te détruit à petit feu. C'est le deuxième pan du mur. Et maintenant, on arrive à la couche la plus profonde, celle dont je t'ai parlé au début. La troisième couche, celle que l'industrie du développement personnel préfère éviter. Je ferme ici l'open loop numéro 1. Tu te souviens, au début, je t'ai dit que je te révélerais le vrai nom de ce mur? Voici comment ça se connecte à la troisième couche. Couche 3. Le mur du coup psychologique. Voici la troisième couche. Et pour être honnête avec toi, c'est la seule qui m'a vraiment libéré quand je l'ai comprise. Chaque action que tu n'effectues pas a un coût neurologique. Et chaque action que tu effectues aussi a un coût. Mais il y a un type de coût que personne ne mentionne jamais dans les livres de développement personnel. Le coût de la certitude. Explication. Quand tu ne fais pas quelque chose, quand tu repousses, quand tu procrastines, quand tu restes dans l'inaction, tu conserves quelque chose de précieux. Tu conserves la possibilité. La possibilité que tu aurais pu réussir si tu avais essayé. C'est ce que les psychologues appellent le self-handicapping, le sabotage préventif. Inconsciemment, ne pas essayer protège ton ego. Parce que si tu n'essayes pas vraiment, tu ne peux jamais vraiment échouer. Et si tu n'échoues jamais, tu peux toujours te dire « j'aurais pu ». Ces deux mots « j'aurais pu » sont parmi les plus confortables et les plus dévastateurs que l'être humain puisse prononcer.
Et voilà le paradoxe ultime. L'inaction n'est pas une absence d'action. C'est une action à part entière. Une action dont l'objectif est de préserver ton image de toi-même. L'industrie du développement personnel te vend de la motivation, des techniques, des systèmes. Parce que si le problème est externe, si c'est une question de méthode ou d'information, alors tu as besoin d'un nouveau livre, d'une nouvelle formation, d'un nouveau coach. Mais si le problème est interne, si c'est une question de ce que tu es prêt à risquer sur l'image que tu as de toi-même, alors personne ne peut te vendre la solution. Tu dois la trouver toi-même. Mon histoire, je me suis posé cette question un soir. Une question brutale, directe. Si je lance vraiment ce projet et que ça ne marche pas, qui suis-je? Et j'ai réalisé quelque chose d'inconfortable. Une partie de moi avait peur de la réponse. Une partie de moi préférait rester dans le presque lancé, dans le en train de se préparer, parce que dans cet espace-là, j'étais encore quelqu'un avec du potentiel. Non exploité, certes, mais du potentiel. L'action réelle aurait signifié transformer le potentiel en réalité. Et la réalité peut décevoir. Le potentiel, lui, reste toujours intact. C'est ça, la troisième couche. Ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. C'est que tu sais que faire implique de sacrifier la version de toi-même qui n'a jamais vraiment échoué. Et ce sacrifice est psychologiquement coûteux. Et maintenant, je vais te donner le vrai nom de ce mur. Le nom scientifique. S'il y avait un terme qui englobe tout ce qu'on a vu, l'illusion de fluidité, la résistance identitaire, le self-handicapping, ce terme est la dissonance cognitive chronique. La dissonance cognitive, c'est l'inconfort mental que tu ressens quand il y a un conflit entre ce que tu crois et ce que tu fais. Quand ce conflit dure dans le temps et devient un état permanent, c'est une dissonance chronique. Et elle crée exactement ce mur invisible entre le savoir et le faire. Léon Festinger, le psychologue qui a théorisé la dissonance cognitive dans les années 50, a découvert que face à cette tension, le cerveau a deux options: changer son comportement ou changer sa croyance pour les rendre cohérents. Et la plupart du temps, il choisit la deuxième option. Parce que changer une croyance coûte moins d'énergie que changer un comportement. Voilà pourquoi tu te dis « je le ferai demain », parce que demain est une croyance qui résout temporairement la tension sans rien coûter. Maintenant, on a diagnostiqué le mur, on en a exploré les 3 couches. Il est temps de le traverser. Bloc 4, le pont. Comment traverser le mur? Il y a une bonne nouvelle dans tout ce qu'on vient de voir. Le mur n'est pas en béton. Il est en papier mâché. Et maintenant que tu sais ce dont il est fait, on peut le traverser. Je vais te donner 3 leviers. Ces 3 leviers correspondent précisément aux 3 couches du mur qu'on vient d'identifier. Ce n'est pas une coïncidence. Chaque levier est une réponse directe à une couche spécifique. Levier 1. Réduire l'unité d'action. Souviens-toi du problème neurologique. Ton cerveau confond la compréhension avec la maîtrise. La solution? Forcer une collision entre la connaissance et la réalité, mais en rendant cette collision aussi petite que possible. Shawn Ashore, dans sa recherche à Harvard, a découvert que réduire de seulement 20 secondes le temps nécessaire pour commencer une bonne habitude suffit à en doubler la probabilité d'adoption. 20 secondes. Ce n'est pas une question de motivation, c'est de l'architecture comportementale. Voici comment ça marche en pratique. Si tu veux écrire tous les jours, la grande action serait « je vais écrire pendant 1 heure ». La friction est haute. L'activation énergie est élevée. La petite action. Je vais ouvrir mon document et écrire une seule phrase. Une phrase, c'est tout. Parce que voici ce que personne ne te dit. Une fois que tu as commencé, le cerveau déteste s'arrêter. C'est la loi de l'inertie appliquée au comportement humain. Newton a dit que les objets en mouvement restent en mouvement. Ton cerveau fonctionne pareil. Il y a une période où j'avais du mal à me mettre au travail sur mon projet le matin. Je procrastinais systématiquement les 2 premières heures de la journée. La tâche me semblait trop grande, trop floue. J'ai eu une idée simple, ridicule même. J'ai décidé que chaque matin, ma seule obligation était d'ouvrir un fichier et d'écrire une ligne. Pas un paragraphe, pas un chapitre. Une ligne.
Le résultat? 95% du temps, je finissais par écrire pendant 1 heure ou plus, parce que démarrer était le seul vrai obstacle. Une fois en mouvement, le reste suivait. Le levier numéro 1, transformer ta grande action en action minimale viable. Demande-toi, quelle est la version de cette tâche qui prend exactement 2 minutes? Levier 2, agir avant de penser. Voici quelque chose que la logique conventionnelle va rejeter immédiatement. La plupart des gens pensent que pour agir, il faut d'abord se sentir prêt, motivé, inspiré, dans le bon état d'esprit. C'est exactement à l'envers. Les neurosciences, et en particulier les travaux de Benjamin Libet sur la conscience et l'action, montrent que l'action précède souvent la prise de conscience consciente. Ton cerveau initie des comportements avant même que tu en sois conscient. Ce que ça signifie en pratique, attendre de te sentir prêt pour agir, c'est attendre quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. La motivation n'est pas une cause de l'action, c'est souvent sa conséquence. William James, le père de la psychologie américaine, a dit quelque chose de radical au XIXe siècle. Action seems to follow feeling, but really action and feeling go together. And by regulating the action, which is under the more direct control of the will, we can indirectly regulate the feeling. Agisse d'abord. Le sentiment suit. Et voici comment ça résout le mur identitaire. Le problème identitaire, c'est que tu attends de te sentir comme la personne que tu veux devenir avant d'agir comme elle. Mais tu ne te sentiras jamais comme cette personne tant que tu n'auras pas les preuves comportementales que tu es cette personne. C'est un cercle vicieux, et la seule façon d'en sortir, c'est d'agir d'abord comme cette personne, même maladroitement, même avec peur, même sans être prêt. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec moi-même, si on peut appeler ça une conversation, le jour où j'ai décidé de lancer sérieusement ce projet YouTube. J'avais peur. La peur du jugement. La peur de ne pas être légitime. La peur de ne pas être assez expert, assez charismatique, assez original. Et j'ai réalisé quelque chose. Aucune de ces peurs ne disparaîtrait avant que j'appuie sur « Publier ». Elle pourrait même s'intensifier avec le temps si je n'agissais pas. Alors j'ai fait quelque chose que le moi d'avant n'aurait pas fait. J'ai agi en dépit de la peur. Pas parce que j'étais prêt. Parce que j'avais compris que la préparation infinie est une forme de fuite sophistiquée. Et voici ce qui s'est passé après. L'identité a suivi l'action, pas l'inverse. Chaque petite action dans la direction de ce que tu veux devenir est une preuve, une donnée. Et ton cerveau, ce même cerveau qui maintenait ton ancienne identité, commence à reconstruire une nouvelle image de toi-même sur la base de ces preuves. Le levier numéro 2, commence avant d'être prêt. L'identité est une conséquence de l'action, pas sa condition préalable. Levier 3, nommer le coût et le payer consciemment. Le troisième levier est celui que j'aurais voulu entendre des années plus tôt. La troisième couche du mur, c'est le coût psychologique, la peur de perdre l'image d'un toi potentiel qui n'a jamais échoué. Et la solution n'est pas de nier ce coût. C'est de le nommer, le regarder en face et décider consciemment de le payer. Voici l'exercice. Je veux que tu te poses cette question avec une totale honnêteté. Si j'agis vraiment sur cet objectif et que ça ne se passe pas comme je l'espère, qu'est-ce que je perds exactement? Écris la réponse. Ne la garde pas dans ta tête. Écris-la. La plupart du temps, quand tu la vois sur papier, la réponse est bien moins terrifiante que ce que ton cerveau avait imaginé dans le flou. Parce que le cerveau amplifie les menaces vagues. Il minimise les menaces concrètes. Et je vais aller encore plus loin. Quand tu restes dans l'inaction pour préserver ton image de personne avec du potentiel, voici ce que tu perds en réalité, chaque jour, du temps réel, de l'expérience réelle, des compétences réelles, des résultats réels. Tu échanges quelque chose de concret, ta vie, ton temps, tes possibilités, contre quelque chose d'abstrait, l'illusion d'un potentiel intact. Napoleon Hill a écrit quelque chose dans La loi du succès qui résonne profondément avec ça. Patience, persistence,
and perspiration make an unbeatable combination for success. La patience? Oui. Mais pas l'attente passive. La patience dans l'action, pas dans l'immobilité. Un jour, j'ai fait un exercice simple mais dévastateur. J'ai pris une feuille et j'ai écrit 2 colonnes. À gauche, ce que je perds si j'agis et que ça ne marche pas. À droite, ce que je perds si je n'agis pas. La colonne de gauche, un peu d'ego temporaire, un peu d'inconfort, la nécessité de recommencer ou d'ajuster. La colonne de droite, des mois, peut-être des années de ma vie, des projets jamais lancés, des compétences jamais développées. La certitude de finir ma vie avec ce mot que je déteste plus que tout, j'aurais pu. La colonne de droite était 10 fois plus effrayante que la colonne de gauche. Et c'est là que le mur s'est fissuré pour moi. Le levier numéro 3 rend le coût de l'inaction aussi visible et concret que le coût de l'action. Ton cerveau a tendance à voir uniquement le risque d'agir. Force-le à voir aussi, et surtout, le risque de ne pas agir. Bloc 5. Le plan d'action en 24 heures. Maintenant. Tu as la théorie. Tu as les 3 couches. Tu as les 3 leviers. Mais la théorie sans action, c'est quoi? C'est de la connaissance supplémentaire qui se rajoute derrière le mur. Alors voilà ce que je te demande de faire dans les prochaines 24 heures. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Étape 1. Identifier un seul objectif bloqué. Temps, 2 minutes. Pense à la chose que tu sais que tu devrais faire, que tu repousses depuis le plus longtemps. Pas 5 choses. Une seule. La plus importante. Celle qui, si tu la faisais, changerait quelque chose de réel dans ta vie. Écris-la sur un papier maintenant. Littéralement maintenant. Mais pause si tu dois. Étape 2. Appliquer le levier. 1. Temps, 2 minutes. Réduis cette action à sa version de 2 minutes. Quelle est la plus petite action concevable qui va dans cette direction? Pas l'action complète. Le premier pas ridiculement petit. Si c'est lancer un projet, le premier pas est peut-être ouvrir un document et écrire le titre. Si c'est te remettre au sport, le premier pas est mettre mes chaussures de sport et sortir dehors pendant 5 minutes. Si c'est commencer cette formation, le premier pas est ouvrir la plateforme et regarder la première leçon, même la moitié. Étape 3. Appliquer le levier de temps immédiat. Ne te demande pas si tu es prêt. Fais cette action dans les 2 prochaines heures, pas demain, pas ce soir. Dans les 2 prochaines heures. Pas parce que tu te sens prêt, parce que tu as décidé que tu es le type de personne qui agit. Étape 4. Appliquer le levier 3, temps 5 minutes. Sur ce même papier, écris 2 colonnes. Gauche, coup d'agir et d'échouer. Droite, coup de ne pas agir du tout. Lis les 2 colonnes. Choisis consciemment. Et je sais déjà ce que certains d'entre vous vont penser. Mais mon cas est différent. Mon obstacle est vraiment trop grand. Je dois me préparer davantage. C'est le mur qui parle. Ce n'est pas toi. La préparation infinie est l'une des formes les plus sophistiquées de procrastination qui existent, parce qu'elle ressemble à de la productivité. Elle a le goût de la responsabilité. Mais son résultat est identique à ne rien faire du tout. Le jour où j'ai décidé de vraiment me lancer, pas de presque me lancer, mais de me lancer, j'ai utilisé exactement ces 4 étapes. L'action minimale viable que je m'étais fixée ce jour-là était ridiculement petite. 20 minutes de travail concret sur mon projet. Pas plus. Ces 20 minutes ont changé quelque chose. Pas parce qu'elles ont tout résolu, mais parce qu'elles ont prouvé, à mon propre cerveau, que j'étais capable de démarrer. Le lendemain, ce fut plus facile. Et le jour d'après encore plus. Le mur ne disparaît pas du premier coup. Il s'effrite, coup par coup, action par action. Je veux te laisser avec une pensée. Il y a une citation attribuée à Mark Twain, que certains attribuent aussi à d'autres, mais peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'elle dit. Cette phrase est la suivante. 20 ans à partir de maintenant, tu seras plus déçu par les choses que tu n'as pas faites que par celles que tu as faites.
Le mur invisible entre ce que tu sais et ce que tu fais n'est pas un ennemi. C'est un test. Un test de qui tu es vraiment versus qui tu prétends vouloir être. Tu sais déjà tout ce qu'il faut faire. La seule question qui reste, c'est: es-tu prêt à payer le vrai prix de l'action? Pas en argent, pas en temps, mais en certitude sur toi-même. Parce que de l'autre côté du mur, ce n'est pas juste un objectif atteint qui t'attend. C'est une version de toi-même que tu n'as pas encore rencontrée. Et je peux te dire, pour l'avoir vécu, cette version vaut chaque coup de poing dans le mur. Maintenant, j'ai une question pour toi. Une vraie, pas rhétorique. Dans les commentaires en dessous de cette vidéo, j'aimerais que tu écrives une seule chose. L'action que tu repousses depuis le plus longtemps. Une phrase. Juste une. Pas pour me la montrer. Pour toi. Parce que nommer quelque chose publiquement est l'un des actes d'engagement les plus puissants qui existent. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'engagement public, et la recherche montre qu'il multiplie par 3 la probabilité que tu passes à l'action. Une phrase dans les commentaires. C'est ton levier 2 de ce soir. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, une pensée, une prise de conscience, un déclic, alors abonne-toi. Parce que ce qu'on explore dans cette chaîne, c'est exactement ça. Les vrais sa mécaniques derrière ce qui fait qu'on réussit ou qu'on reste bloqué. Pas les platitudes, pas les clichés, les vraies vraies réponses. Et dans la prochaine vidéo, on va aller encore plus loin. Parce qu'une fois que tu as traversé le mur, une fois que tu agis, il y a un autre obstacle qui attend, qui est peut-être encore plus subtil. Et je vais te le révéler. La notification est là pour ça. Active-la. À très vite.